Ces images ont été filmées dans le sud de l'Iran, au pied des ruines 2 fois millénaires de Persépolis, en octobre 1971, le vendredi 15 octobre 1971 dans l'après-midi. Cette parade, c'est le moment le plus spectaculaire de plusieurs jours de fête organisés par le Shah d'Iran pour célébrer les 2500 ans d'histoire de l'Empire perse et évoquer le glorieux passé de ses ancêtres. Les spectateurs privilégiés de cette parade, les voilà. Des rois, des reines, des princes, des princesses, des sultans, des émirs, des présidents et premiers ministres, invités par le Shah et son épouse, l'impératrice Farah. Quatre jours de réception, de cérémonies fastueuses, des dizaines de millions de dollars dépensés grâce aux revenus considérables du pétrole iranien. Difficile d'imaginer, en regardant ces images de télévision, qui sont passées en direct dans plus de 30 pays, qu'à peine 8 ans plus tard, le Shah sera renversé, chassé, et son régime impérial remplacé par une république islamique. Pourquoi ces fêtes, ce défilé, tout ce faste? Quelles sont les retombées politiques pour le Shah? Et pourquoi toutes ces têtes couronnées et ces chefs d'État ont-ils accepté de venir pendant plusieurs jours dans les ruines de Persépolis, au milieu de nulle part? Revenons au premier jour des célébrations. Mardi 12 octobre. C'est la cérémonie d'ouverture des fêtes. Nous sommes à Pasargad, tout près de Persépolis. C'est là que se trouvait la capitale lors de la fondation de l'Empire perse. Ce monument, entouré par des rangées de soldats, c'est le tombeau de Cyrus. Il y a 2500 ans, Cyrus régnait sur des territoires qui s'étendaient jusqu'aux portes de l'Inde. C'est par un hommage au premier des empereurs perses que le Shah a décidé d'ouvrir ces 4 jours de festivités. Un peu en retrait, on aperçoit l'impératrice Farah, avec son jeune fils, le prince héritier. Aujourd'hui, les seuls invités sont des membres du gouvernement, des ambassadeurs et des représentants religieux. Les rois et les chefs d'État étrangers n'arriveront en Iran que demain. La plupart feront escale à Téhéran, la capitale, avant de rejoindre Persépolis. Pasargad est à moins de 50 km de là. Le temps des célébrations, les 2 sites archéologiques sont totalement interdits d'accès au grand public. C'est avec ce reportage de télévision que les Iraniens peuvent suivre la cérémonie. Revoyons ces images. Là, au bord du tapis, il y a plusieurs caméramans. Ils sont installés dans une fosse pour ne pas être trop visibles. Encore une fois. Le Shah vient à peine de passer que l'un d'eux pivote au plus vite sa caméra dans l'autre sens. La raison, c'est pour faire ces images de l'autre personnalité importante de la cérémonie. Farah, la première dame de l'Iran, est aussi la première impératrice dans l'histoire de l'Empire. Elle a été couronnée il y a 4 ans, le 26 octobre 1967. Ce jour-là, déclaré férié, il y avait foule dans les rues de Téhéran pour regarder passer le cortège royal. Après 26 années de règne, le Shah a choisi le jour de ses 48 ans pour se sacrer empereur et faire de son épouse l'impératrice d'Iran. Le carrosse, fabriqué à Vienne, en Autriche, a été transporté par avion, en pièces détachées. Il est en bleu, la couleur de la dynastie, et là-haut, la couronne.
c'est un autre carrosse qui transporte le prince héritier, pour que les habitants et les caméras puissent bien le voir. La tradition veut qu'il ait au moins 6 ans pour que son père, le chat, devienne empereur. Tout va bien. Dans quelques jours, le jeune Reza Cyrus aura 7 ans. La cérémonie du couronnement est organisée au palais du Jardin des Fleurs, un palais du XVIe siècle. La couronne, c'est celle du père du chat, qui s'est sacré empereur en 1926. De la même façon, le chat se couronne lui-même et rejoint ainsi la très longue lignée des empereurs perses. Puis il fait un geste sans précédent dans l'histoire du pays, en sacrant sa femme impératrice. Le chat bouscule la tradition, et il s'assure aussi de garder le pouvoir au sein de la famille. S'il meurt avant que le jeune héritier ne soit en âge de gouverner, la régence reviendra à son épouse. 4 ans plus tard, le 12 octobre 1971, en se présentant seul devant le tombeau de Cyrus à Pasargade, le chat veut faire savoir au monde qu'il est bien le successeur légitime du premier empereur perse. Le tombeau a été restauré pour la circonstance. L'espace autour a même été entièrement dégagé, et les arbres que l'on aperçoit au fond ont été plantés pour faire décor. En fait, tout a été réaménagé. Comme on le voit sur ces images, tournées 9 ans plus tôt, il y avait d'autres vestiges au pied du monument, et même des tombes musulmanes. Après la conquête arabe de la Perse, au 7e siècle, un cimetière s'est développé autour du tombeau. Aujourd'hui, pour la cérémonie et les caméras, l'histoire de Pasargade se limite à celle de Cyrus. En plus des images de télévision, le chat a commandé un film pour le cinéma, dans un style hollywoodien. کوروش شاه بزرگ شاه شاهان شاه هخامنشی. Un instant. Achéménide est le nom de la dynastie fondée par Cyrus. شاه ایران زمین از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من. Osiris, great king, king of kings. Cette voix anglaise qui traduit les paroles du chat, c'est celle du célèbre acteur et cinéaste Orson Welles. Avec ce film, le chat espère séduire un public international. Le lendemain, le chat accueille à Persépolis Nikolaï Podgorny, le président du Soviet suprême. Il est accompagné de son interprète. Pour contrebalancer l'influence des États-Unis, l'Iran s'est rapproché de son voisin soviétique. En fait, depuis une dizaine d'années, les deux pays ne cessent de renforcer leurs relations économiques. Revoyons ces images. Le chat et l'impératrice se montrent très souriants. Pourtant, c'est la fin de la journée, et depuis ce matin, ils ont déjà accueilli près d'une 60aine d'invités de marque avec les mêmes égards. Tout a été réglé au quart d'heure près. Comme à chaque arrivée, l'hymne du pays invité est joué. La garde impériale rend les honneurs et la télévision filme. Mais pour le chat, Nikolaï Podgorny est un invité qui mérite une attention toute particulière. En 1971, l'Union soviétique est de loin le plus grand voisin de l'Iran. Leur frontière s'étend sur plus de 1600 km. Il y a un an, le chat et Podgorny ont inauguré le plus long gazoduc du monde. Presque 2000 km de pipeline
qui achemine le gaz iranien jusqu'en Union soviétique. Jeudi 14 octobre. Tous les invités du Shah sont maintenant installés dans ce campement, tout près des ruines de Persépolis, dont on voit là 13 colonnes de l'immense palais construit sous Darius Ier, vers 510 avant Jésus-Christ. Le garçon qui conduit cette petite voiture utilitaire ne fait pas du tout partie du personnel. Le voilà dans une autre tenue, il y a 2 jours, devant le tombeau de Cyrus. C'est bien le jeune héritier, Reza Cyrus. Aujourd'hui, le fils du Shah participe à sa façon à la vie d'un campement d'un genre assez particulier. Cette dame qui boit le thé dans le salon de sa tante, c'est la reine Ingrid du Danemark. Et à ses côtés, le fumeur de pipe, c'est son époux, le roi Frédéric IX. Voilà maintenant le roi de Belgique, occupé à filmer la reine de Belgique. Toutes ces personnalités réunies au même endroit et au même moment, c'est une chance pour celui qui fait ces images. L'ambiance est détendue, décontractée. Un instant. Le maréchal et chef d'État yougoslave Tito est très entouré. Un officier iranien le suit pas à pas et il est accompagné par ses propres officiers et des gardes du corps. Juste avant les festivités, la SAVAK, la très redoutée police secrète iranienne, a arrêté plus d'1 millier de personnes, suspectées de vouloir nuire aux célébrations. Et la sécurité a été renforcée dans un rayon de 60 km autour du campement. La zone réservée aux invités a la forme d'une étoile à 5 branches, qui représente les 5 continents. Les tentes s'alignent des 2 côtés des allées. Elles sont au nombre de 50. Sur la gauche, il y a une salle de banquet et une tente d'honneur. Tout l'ensemble occupe 64 hectares. Une véritable oasis artificielle en plein désert. Il y a quelques semaines, une équipe de la télévision française est venue filmer le camp. Voilà comment son reportage, tourné avec la participation exceptionnelle de l'impératrice, est passé au journal du soir. Est-ce que vous êtes heureuse finalement de ces fêtes, avant qu'elles ne commencent en tout cas? C'est un peu comme le couronnement quand on me pensait, on a tellement de choses à faire, une tellement grande responsabilité pour vraiment toute... on est en train de montrer, on est en train de célébrer 2500 ans de culture et d'histoire d'un pays. De voir que tout aille bien et il faut voir tous les petits détails. C'est surtout, on est tellement occupé, on travaille, on n'a pas le temps, c'est après qu'on va peut-être penser qu'est-ce que c'était et comment on s'est senti. Maintenant, c'est le travail. Le soir du jeudi 14 octobre, dans la tente d'honneur, l'impératrice est encore au travail. Aux côtés du Shah, elle reçoit les invités les uns après les autres. Leurs hôtes sont ensuite dirigés vers la salle du banquet, où un dîner de gala les attend. La tente, large de 34 mètres, a été conçue et décorée par des Français. Ces lustres ne sont pas en cristal ou même en verre, mais en plastique, pour éviter que la tente ne s'effondre sous leur poids. Les journalistes, regroupés là, sur la gauche, ont été convoqués pour faire des images de l'arrivée des célébrités. Pour le Shah, tous ces chefs d'État et ces monarques réunis ici, c'est une victoire. Pendant quelques jours, Persépolis et l'Iran sont le centre de gravité du monde. Cette soirée est aussi l'occasion de célébrer l'anniversaire de l'impératrice, qui a aujourd'hui 33 ans. L'homme que l'on voit derrière, c'est le ministre de la Cour, Assadollah Alam, l'un des grands organisateurs de ces fêtes. Il est aussi l'un des plus anciens ministres du Shah et son plus proche conseiller. Il y a 4 ans, lors du couronnement, il se tenait juste derrière le couple impérial. Exactement comme aujourd'hui.
En 1971, il est difficile de refuser une invitation de l'un des premiers pays exportateurs de pétrole du monde. Certains chefs d'État ont pourtant renoncé à leur visite, à cause des nombreuses critiques concernant les fastes de ces fêtes. Alors, ils se sont fait représenter. C'est le cas du président français, qui a préféré envoyer son premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, que l'on voit là, accompagné de son épouse. Et à la place du président américain, c'est le vice-président Spiro Agnew qui est venu. Ces fêtes en Iran sont l'un des plus grands rassemblements de responsables politiques jamais organisés. Les invités viennent des 5 continents. Ils représentent plus de 60 pays. Mais quelques absences se remarquent. D'abord celle des principaux États voisins. La Syrie, l'Irak et l'Arabie saoudite, qui s'inquiètent des ambitions du Shah dans le golfe Persique. Il veut notamment s'emparer de 3 petites îles situées là, afin de mieux contrôler le détroit d'Ormuz. Pour la plupart des pays du Golfe, ce passage est la seule issue vers l'océan Indien. C'est par là que transite près du tiers de la production mondiale de pétrole. Quelques petits pays du Golfe ont pourtant accepté de venir à Persépolis. Là, c'est l'émir Issa bin Salman du Bahreïn. Et voilà le représentant du Qatar, le cheikh Ahmad bin Ali Al Thani. Rappelons que le Qatar, comme le Bahreïn, viennent tout juste d'obtenir leur indépendance. Depuis cette année, les troupes britanniques se retirent du Proche-Orient. Le Shah, qui possède la plus puissante armée de la région, a l'ambition de succéder à la Grande-Bretagne et d'être le nouveau gendarme du Golfe. Vendredi 15 octobre, dans l'après-midi. Des tribunes ont été installées au pied des ruines antiques. La route a été bitumée pour la parade, qui va avoir lieu dans quelques minutes. Une parade annoncée comme le grand événement de ces fêtes. Plusieurs autobus viennent déposer les rois, reines, chefs d'État et autres invités. Ils arrivent du campement et s'arrêtent là, devant la tribune d'honneur. Tous ces hommes en uniforme vert, ce sont des officiers iraniens. Chacun a la responsabilité d'un invité et doit le conduire à la place qui lui est attribuée. Le premier rang est réservé aux monarques et aux chefs d'État. Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie et doyen des têtes couronnées, a l'honneur d'être juste à côté du Shah. Et à la gauche de l'impératrice, c'est le président du Soviet suprême, Nikolaï Podgorny, en poste depuis 6 ans seulement. Ce traitement de faveur n'échappe certainement pas aux représentants des États-Unis, dont le gouvernement a fait de l'Iran son principal partenaire au Moyen-Orient. Mais le Shah tient à bien montrer qu'il choisit lui-même ses alliances. Privilège qu'il n'avait pas quand il est arrivé au pouvoir, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 25 août 1941, les troupes britanniques ont envahi l'Iran, accusé de rapprochement avec l'Allemagne d'Hitler. Elles occupent d'abord Abadan, dans le sud du pays, pour éviter que la plus grande raffinerie de pétrole britannique au monde ne tombe aux mains des Allemands. En sécurisant ces installations, la Grande-Bretagne peut continuer à fournir tout le pétrole nécessaire à l'effort de guerre. 6 jours plus tard, les troupes de Sa Majesté rejoignent leurs alliés soviétiques, à Kazvin, à 160 km à l'ouest de Téhéran. L'occupation de l'Iran permet aux Soviétiques de s'assurer une route de ravitaillement depuis le golfe Persique.
Le 17 septembre 1941, la capitale, Téhéran, est prise à son tour. L'empereur iranien vient d'abdiquer. Un successeur est immédiatement désigné. Voilà sa voiture, qui arrive au Parlement. C'est son fils, Mohammad Reza Pahlavi. Il est âgé de 22 ans. Il vient prêter serment et sera pour quelques années le chef d'un État sous autorité étrangère. « 30 ans plus tard, le 15 octobre 1971, c'est un souverain bien différent qui reçoit ses invités à Persépolis. L'Iran est débarrassé de ses occupants depuis longtemps et tous les pouvoirs sont entre les mains du Shah. 10 ans. Cela fait 10 ans qu'il rêve de ces célébrations. Aujourd'hui, le clou du spectacle est une parade pour évoquer l'histoire des armées depuis Cyrus jusqu'à celle qu'il dirige. Plus de 1700 soldats ont été mobilisés. Des soldats qui ont reçu l'ordre, il y a plusieurs mois, de ne plus se raser. Ou de porter aujourd'hui, comme cela, une fausse barbe. Les costumes, les armes, les accessoires, les gestes sont inspirés de fresques comme celles que l'on peut voir dans les ruines de Persépolis. Une tour d'assaut de plusieurs étages de la première dynastie a été reconstituée. Et même 3 navires de guerre, comme ceux qui étaient partis à la conquête de la Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, du temps de Xerxès. Des années de travail, pour un défilé de presque 3 heures. 3 heures pendant lesquelles les invités ont l'air de souffrir du soleil. Mais l'avantage pour ceux qui filment, c'est que dans une même image, on peut bien voir les invités et les ruines de Persépolis. Et ces images, les organisateurs y tiennent d'autant plus que c'est le seul public représenté, puisque le peuple iranien est exclu de ces célébrations. Depuis 4 jours, c'est grâce aux moyens techniques de la télévision française que toutes ces images ont été faites et transmises. En échange, la France espère bien que l'Iran adoptera sa technologie de télévision couleur, comme l'ont déjà fait l'Union soviétique et quelques autres pays. Ce reportage en direct, destiné au monde entier, atteint un nombre record de téléspectateurs. Des centaines de millions de personnes ont suivi ces retransmissions. Mais pour le Shah, le spectacle de ces fêtes constitue une arme à double tranchant. Si d'un côté c'est un formidable moyen pour promouvoir la puissance politique et économique de son pays, de l'autre, les folles dépenses occasionnées provoquent la colère populaire et sont violemment dénoncées par les opposants au régime. Huit ans plus tard, le Shah et l'impératrice seront chassés et l'Iran basculera dans une république islamique. La semaine prochaine, nous revivrons la chute de Saïgon grâce à des documents exceptionnels. Mais pour l'heure, on part chasser le sanglier et puis on passe à table en Corse.